Qui dit septembre dit Ligue des Champions. Et qui dit Ligue des Champions dit le retour de la plus grande et prestigieuse des compétitions européennes. Dans cette vidéo, nous allons évoquer le cas du Paris Saint-Germain, premier club français à entrer en lice cette saison. Vont-ils battre le Borussia Dortmund? Ont-ils les armes? Ont-ils les arguments? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'espère en tout cas que vous allez très bien. Moi, je suis incroyablement heureux de vous retrouver pour évoquer le cas du PSG Dortmund. Un choc dans le groupe de la mort. Franchement, en tant qu'amoureux de foot, on doit être super heureux d'avoir de telles affiches. Donc, il y a quand même une situation particulière pour les deux clubs. On va l'évoquer en détail dans cette vidéo. Et donc, on essaiera vraiment de dire, est-ce que le PSG peut le faire? On est quand même supporter de club français. On va parler surtout du PSG, mais on évoquera évidemment Dortmund. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer par Dortmund. Mais voilà, le PSG peut le faire. Est-ce qu'il y a des arguments? On est parti. Donc on va commencer par parler de Dortmund. Dortmund qui est quand même sur un début de saison assez mitigé, assez particulier parce que bon, d'un point de vue comptable, vous voyez qu'il y a quand même 2 victoires en Bundesliga. Bon, des victoires, on va en parler assez particulières. Et quand même 2 matchs nuls contre Bochum et Heidenheim. En fait, je pense que ce qui peut retranscrire le plus la situation de Dortmund aujourd'hui, c'est que c'est une équipe qui a quand même perdu des joueurs importants sur les dernières saisons et que l'effectif en tant que tel aujourd'hui n'est pas un effectif aussi puissant qu'à une époque. Bon, globalement, il y a vraiment de très bons joueurs. Enfin, voilà, vous avez des joueurs quand même vieillissants, je pense à Hummels, mais qui aujourd'hui est quand même un taulier, un pilier de cette équipe de Dortmund. Vous avez quand même voilà, des recrues que je trouve très intéressantes comme Ben Sebaini. Sabitzer fait un peu polémique débat parce que on attendrait mieux de lui, mais Nmecha en tout cas, qui est, je trouve, on va en parler, très important pour Dortmund, qui malheureusement n'est pas assez exploité aujourd'hui, est quand même Füllkrug. Alors je suis désolé si je le prononce mal, mais il a fini meilleur buteur de la Bundesliga la saison précédente avec Nkunku notamment, et juste devant Kolo Muani normalement. Alors en fait, oui, le Borussia Dortmund, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont perdu des joueurs extrêmement importants les saisons précédentes. Je pense que ça a commencé par Sancho, l'année encore d'après c'était Haaland, et là cet été c'était littéralement Bellingham qui est parti. Alors ces joueurs-là n'ont pas été globalement remplacés. Bon, on va dire quand même qu'il y a, on va quand même en parler rapidement. Par rapport à l'ailier qui était Sancho, il y a quand même Daniel Malen qui l'a remplacé, qui honnêtement a un rendement qui est plutôt bon, mais on peut souligner une certaine inconstance, ce qui peut un peu peser côté Dortmund. Par contre, Haaland, force est de constater que vous avez Haller et Moukoko dans le rôle d'avant-centre, mais Haller comme Moukoko n'est pas Haaland. D'ailleurs, Haller, bon, il a eu une grosse phase très compliquée, vous savez, notamment par rapport à son cancer, mais force est de constater qu'aucun des deux n'apporte ce qu'Haaland a apporté. Alors, Füllkrug a fait vraiment une très bonne rentrée, je trouve, contre Fribourg lors de la dernière journée de Bundesliga de Dortmund. Mais à voir si peut-être qu'il partira titulaire contre le PSG, on en reparlera. Et du coup, d'un point de vue milieu, quand même, parce que le PSG, Dortmund a quand même perdu Bellingham. Alors, je pense que si vous suivez le foot, vous savez que Bellingham, c'est quand même quelqu'un de fort. Et force est de constater que Bellingham a été remplacé, c'est pas vraiment le mot, mais disons que la personne qui peut vraiment le remplacer, pour moi, c'est vraiment Nmecha, qui honnêtement a montré de vraies belles choses, mais qui pour l'instant, n'a pas encore sa place, j'ai l'impression, mais il faudrait vraiment compter sur lui. Alors oui, vraiment, la situation de Dortmund est vraiment particulière parce que, sincèrement, vous demandez à des supporters de Dortmund, ils vont pas être sincèrement heureux de la situation de leur club parce que, bon, déjà, contre Fribourg, honnêtement, ils sont menés 2-1 à la mi-temps, ils attendent quand même un carton rouge pour quand même être quand même largement bien à la fin du match. D'ailleurs, j'ai quand même envie d'évoquer quelque chose d'important par rapport à Dortmund, c'est que c'est une équipe globalement qui a des occasions. Là, vous avez les expected goals de Dortmund. Vous voyez que dans leur match, bon là, vous avez 1,51. Non, 1,60, 1,72 pour eux. 1,17, bon là, c'est pas très bien. Mais là, vous avez 2,75, donc c'est quand même beaucoup. Et 3,37 contre Fribourg. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. Dortmund est une équipe qui se crée des occasions. Mais vraiment. Il faut vraiment pas dire, ouais, Dortmund a un volume d'occasion extrêmement faible. Pas du tout. Mais ça, on connaît Dortmund. Cela dit, quand même, il y a une grosse fébrilité défensive à Dortmund qui est extrêmement importante. Et aussi un problème de finition voilà, qui n'a pas été remplacé notamment par Haaland ou quoi. Et donc, peut-être que Füllkrug jouera le match contre le PSG. Voilà. Si vous voulez mon avis particulier concernant la situation de Dortmund aujourd'hui, je constate que c'est une équipe qui a vraiment très mal accusé le coup de la fin de saison précédente. Vous n'êtes pas sans savoir que Dortmund allait remporter la Bundesliga après longtemps et malheureusement, il y a eu un choc absolu, il y a eu un craquage absolu. Ils n'ont pas remporté leur dernier match et le Bayern est devenu champion d'Allemagne encore une fois et je pense que ça, psychologiquement, je suis désolé, ça te met un impact extrême
dès la fin de saison, quoi, instantané. Et il faut quand même évoquer quelqu'un qui fait quand même polémique côté Dortmund. Bah, évidemment, leur coach actuellement, Edin Terzic, qui est bon, quelqu'un de très aimé et apprécié généralement parce que voilà, c'est un ancien footballeur et tout. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a quand même une déchirure, une cassure assez importante. Il y a quand même un petit peu des tensions en interne par rapport à ça. Et ça te crée un climat qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. Et surtout que, bah, je suis désolé, ce mec-là, il te remporte la Bundesliga avec Dortmund la saison précédente. C'est bon, t'en parles plus. T'es tranquille, t'es super bien et tu repars sur une méga bonne dynamique. Mais là, force est de constater, comme je l'évoquais tout à l'heure, voilà, le mercato de Dortmund, il est un peu compliqué, mine de rien, voilà, tu fais quand même des recrues qui sont intéressantes, hein, il faut vraiment pas dire le contraire, mais cependant, tu t'es affaibli. Sancho, voilà, il y a eu Malen qui l'a remplacé, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça? Haaland n'a pas pu être remplacé parce que le rendement n'est pas actuellement bon, mais bon, Haaland est irremplaçable de toute façon. Et Bellingham, qui, moi, je considère est peut-être le meilleur milieu du monde actuellement avec Pedri ou d'autres, est-ce que vraiment lui, tu peux le remplacer? Nmecha, en tout cas, il fait du bon truc, mais à voir. Donc, en fait, ça crée un petit peu un déséquilibre important au sein de l'effectif, une cassure psychologique qui est importante de par l'échec de l'année précédente. Et donc tout ça, tu dois repartir directement sur une nouvelle saison. Et donc c'est pour ça que tu as quand même bah, un début de saison pour Dortmund qui n'est pas forcément extrêmement bon. Parce que voilà, là, encore une fois, Dortmund se crée des occasions. Là, il n'y a pas de problème. Tu vois quand même qu'il y a 8 tirs cadrés ici. Au final, ils te font 2-2. Mais parce que Dortmund a quand même comme point faible, mentalement, c'est très friable. C'est une équipe qui est friable mentalement. Et bon, si on parle d'un point de vue football, c'est une équipe qui s'expose tellement que, honnêtement, ils subissent énormément d'occasions. J'ai envie de vous montrer quelque chose par rapport au match contre Fribourg. Alors, j'ai quelque chose de très intéressant sur le site WhoScored, hein. Je vous invite à aller voir ce site régulièrement si vous voulez des stats. Mais par rapport à Fribourg, il y a un truc extrêmement intéressant, c'est qu'on voit, alors je crois que c'est ici, voilà, c'est ici, attendez. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est au niveau des pertes de balles. Alors, comme vous le voyez, Fribourg a perdu 6 ballons. Ok. Mais regardez Dortmund, ils en ont perdu combien? Vous ne rêvez pas. Dortmund a perdu 30 ballons. 30 ballons, mesdames, messieurs. Alors, on va parler clairement. Dortmund a énormément de mal sous pression. Voilà, c'est-à-dire sous un pressing très intense. Actuellement, le club n'est pas armé pour supporter ça et on le voit notamment dans cette stat 30 ballons perdus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, sachez-le, c'est que Dortmund est actuellement une équipe qui ne presse pas assez. Vous voyez quand même un manque d'envie. Alors, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est le profil des joueurs ou quoi? Ça, c'est une autre question. Mais Dortmund, c'est pas l'équipe qui, à la perte, ça va te harceler, ça va te presser extrêmement haut, ça va vouloir récupérer le ballon le plus vite possible. Donc, vous voyez que c'est très particulier quand même comme situation pour Dortmund parce que vous avez une équipe qui produit honnêtement énormément d'occasions, qui manque quand même de finition parce qu'au vu du volume qu'ils produisent, ils devraient marquer énormément, mais encore plus que maintenant, même s'ils marquent déjà beaucoup. Mais avant tout, c'est quand même une équipe qui est à la perte de la balle bah, extrêmement exposée. Tu subis énormément d'occasions et c'est également une équipe qui ne presse pas assez. On va parler du PSG juste après, mais vous comprenez que déjà quand tu dresses ça, c'est compliqué pour Dortmund d'avoir une intensité extrêmement forte contre eux. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire sur Dortmund. Je veux juste terminer par dire quand même un truc positif. Vous avez bien compris les aspects négatifs de Dortmund. Je pense quand même le positif qu'il peut y avoir, c'est que c'est encore une fois une équipe qui se produit un volume d'occasion extrêmement important. Vous savez que le PSG n'est pas l'équipe défensivement parlant la plus solide. Donc déjà, ça c'est important. Après, je ne dis pas que l'équipe a un mental zéro, poubelle, machin. T'as quand même des joueurs d'expérience, Emre Can, même si quand même on sent qu'il est sur la fin, Mats Hummels, voilà, qui est vraiment, c'est du genre d'expérience. Mais cela dit, à part ces points, on va dire offensivement parlant, c'est quand même du lourd, malgré le manque de définition parfois d'un avant-centre. Et le fait que mentalement, c'est fébrile certes, mais tu as quand même des leaders, c'est les vrais points positifs de Dortmund aujourd'hui. Là, tu vas te déplacer au parc. Tu sais l'état un petit peu psychologique dans lequel tu es. Est-ce que tu vas craquer? Tu ne sais pas. Bref. Alors maintenant, nous allons évoquer le cas du Paris Saint-Germain. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis supporter du PSG. Mais on essaie d'être totalement impartial, bien évidemment. Et du coup, par rapport au PSG, alors si tu es sur un début de saison particulier également, parce que globalement, alors c'est vraiment là où tu dois regarder les matchs, parce que tu vois quand même 0-0 contre Lorient, tu vois 1-1 contre Toulouse. Mais globalement, c'est des matchs dans le jeu où il y a vraiment de très beaux motifs d'espoir. Bon, tu balances assez bien quand même à partir de la seconde période. Et Lyon, pour le coup, tu les éteins à peu près. Alors, par contre, tu te fais, honnêtement, un petit peu, tu te prends une grosse claque contre Nice. Nice qui a, j'en ai fait un débrief, hein, n'hésitez pas à aller le voir si jamais, mais Nice a vraiment réalisé une très grande performance contre le PSG et un peu a privé le PSG de solutions. Alors, j'ai quand même envie d'évoquer quelque chose par rapport à Paris, comme je l'ai fait pour Dortmund. Vous voyez qu'au niveau des expected goals, c'est une équipe quand même qui a aussi une très bonne production. Alors, vous voyez, contre Lorient, même si ça finit en 0-0, bah, vous avez 1,36. Donc, ça prouve que tu étais quand même largement au-dessus de Lorient qui était à 0,14. Là, tu as 2 contre Toulouse, 1,87 contre Lens. Bon, là, tu as quasiment 5
Contre Lyon, bon, c'est une dinguerie. Et par contre, contre Nice, là, tu t'es fait vraiment, vraiment, vraiment bah, mal parce que tu as que 1,22 contre 1,95 pour Nice. Donc Nice, c'est vraiment un match particulier, on va y revenir. D'ailleurs, vous remarquez quelque chose que je n'ai pas fait pour Dortmund, c'est que les expected goals sont séparés en joueurs. Vous avez vu que Mbappé est à 3,81. Le deuxième, c'est Dembélé à 1,68. Donc évidemment, vous l'avez compris, si jamais vous êtes supporter de Dortmund ou autre, le danger absolu du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Tu enlèves Mbappé, le match n'est pas du tout le même. Voilà, ça c'est sûr et certain. Bref. Alors du coup, maintenant, concernant le jeu du Paris Saint-Germain. Alors vous allez le voir normalement sur ce screen. Vous voyez que vous avez le PSG qui a 70% de possession contre Nice. Bon, comme quoi la possession, parfois, bah, quand tu sais pas quoi en faire, ça ne te sert à rien. Contre Lyon, est-ce que tu as de la possession? Tu en as 70, donc tu vois un petit peu le truc. Bon, on va pas tous les faire, on va juste faire contre Lens. Lens, tu en as 67. Bon, vous l'avez compris, si vous n'avez pas suivi le PSG, c'est devenu une pure équipe de possession. Plus le PSG a le ballon, mieux c'est pour le coach. Et clairement, ça on le dira jamais assez, la possession, oui c'est bien. Par contre, quand tu sais quoi faire du ballon, le gros problème que le PSG a eu contre Nice en tout cas, c'était que Nice a parfaitement joué les contres, les transitions, etc. Et surtout que le PSG a mis quand même beaucoup moins d'intensité que dans dans ces autres matchs. Et du coup, bah, tu avais le PSG, tu avais le ballon, et tu le faisais tourner comme ça. Mais faire tourner le ballon, c'est pas ce qui se crée un jeu. Il faut du mouvement, il faut bah, des combinaisons. Et vraiment, tout ça, ça se le fait. Et ça se fait avec le temps, avec le travail, etc. Mais tu avais un manque de mouvement très, très, très important côté PSG contre Nice. Tu avais peu de connexions qui étaient trouvées. Les rares moments où ça a été trouvé, et bah, comme par hasard, c'était les buts de Paris, hein, notamment Hakimi Dembélé sur le côté droit, etc. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que la possession, oui, le PSG aura la possession. On en reparlera à la conclusion de la vidéo. Mais là, maintenant, on va essayer de parler un petit peu de la compo du Paris Saint-Germain. Alors, bon, là, j'ai trouvé ce screen un petit peu sur Twitter de la part de Touko Tabadzibal. Voilà, je ne sais pas trop si quelqu'un le connaît sur Twitter. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est la compo qu'il a mis. Et honnêtement, je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il y aura cette compo. Alors, j'ai dit, il y aura cette compo contre Dortmund. Je pense globalement qu'on partira sur cette défense-là, sachant que Nuno Mendes est toujours absent, bien évidemment. Hein, donc, Hernandez est côté gauche pour l'instant. Skriniar, Marquinhos risqueraient d'être titulaires parce que Danilo, Skriniar, on a vu que ça fonctionnait pas du tout et Marquinhos en tant que capitaine sera là. Hakimi évidemment. Alors le milieu de terrain, bon, alors là, mesdames, messieurs, le milieu de terrain. J'ai oublié d'évoquer dans la partie Dortmund de Julian Brandt, on en reparlera peut-être à la conclusion de la vidéo, mais évidemment, le milieu de terrain, c'est le questionnement le plus important du PSG, en fait, j'ai l'impression depuis des années et des années, parce que le milieu de terrain, quand tu as un milieu puissant, tu domines le football. C'est normal, c'est comme ça dans le foot d'aujourd'hui. Le milieu de terrain, c'est les poumons d'une équipe. Plus tes milieux sont forts, plus tu respires. Donc là, en l'occurrence, bon, vous voyez que sur le papier, vous avez un peu un sort de 4-3-3, mais sachez que Vitinha, qui est ici, est plus un petit peu long de ligne dans le demi-espace gauche pour un petit peu servir de relais à Mbappé. Ça fait qu'en fait, Ugarte ou Warren, Zahir Emery sont plus un petit peu en double pivot. Et donc, ça rend le PSG dans une situation assez spéciale parce que tu as quand même Hakimi qui monte assez haut, tu as les trois défenseurs, bah en fait, ça fait une défense centrale et ça te fait une compo un peu en 3-2-5. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire Hernandez, Skriniar, Marquinhos 3, Ugarte, Zahir Emery 2, et le 5, c'est Mbappé, Vitinha, machin, Dembélé et Hakimi. Machin, parce que j'ai dit Colomani, mais ça peut être Ramos. Donc tu vois un petit peu ce que je veux te dire. Et donc, en vérité, on va le dire très clairement, ce genre de compo-là risque d'arriver contre Dortmund parce que c'est ce que fait Luis Enrique depuis le début de saison. Par contre, la vraie question, ça va être un petit peu comment tu vas faire ta ligne d'attaque. Parce que oui, bon, Mbappé sera titulaire si à part blessure ou quoi. Par contre, la question de Dembélé-Barcola, elle est vraiment totalement louable à poser. Et Colomani par rapport à Gonzalo Ramos. Alors, on sait que Gonzalo Ramos n'est pas dans la meilleure phase du PSG. Bon, il est tout à fait nouveau, il est récent. Malheureusement, il n'est pas assez servi. Et les rares fois où il est servi, il n'a pas marqué. Donc, évidemment, c'est frustrant. Bon, j'ai pas trop de doutes quant à lui, quant au fait il va vraiment, à un moment, exploser, vraiment être bien. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a de grosses qualités. Mais l'avantage d'un Colomani sur ce match-là, déjà, bon, Colomani connaît le championnat allemand, il connaît Dortmund, accessoirement quand même, mais surtout Colomani, c'est un joueur qui est vraiment beaucoup plus football, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que tu peux vraiment jouer sur lui, combiner avec lui, c'est un joueur technique, enfin intelligent j'allais dire, mais Ramos aussi l'est, c'est-à-dire en fait tu pourras beaucoup plus t'en servir dans le jeu. Dans le jeu. Je rappelle, c'est important. La question de Dembélé Barcola, elle est intéressante à poser parce que, bon, en soi, Dembélé, comme je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure sur le screen, mais Dembélé, c'est quand même quelqu'un qui a un expected goals très élevé au PSG, voilà, qui est le deuxième après Mbappé quand même. Par contre, force est de constater, mes chers amis, Dembélé a une finition cataclysmique, vraiment. Mais c'est un joueur qu'on connaît comme ça. C'est-à-dire qu'au Barça, ou même à l'époque à Dortmund, ça n'a jamais été un joueur qui va te claquer 25 buts, 20 passes D par saison. Ce n'est pas ça Dembélé, et malheureusement, parce que ça pourrait l'être. Et réellement,
Aujourd'hui, c'est compliqué parce que Barcola, il suffit qu'à un moment, il le fasse jouer titulaire une fois, Enrique, qui te sort un match exceptionnel. Ça va être dur de l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense quand même que Dembélé partira titulaire. Et honnêtement, je pense que la compo qu'a mis notre cher Tuchel, eh ben, je pense que ce sera la compo qu'on aura face à Dortmund. Voilà, je vous le dis. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va quand même conclure parce que je parle, je parle. À un moment, voilà, il faut conclure. Qui va remporter Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund? Encore une fois, moi je ne suis pas un devin, je ne suis pas un scientifique ou quoi, ce sont des pronostics. Que je mette le PSG vainqueur, Dortmund vainqueur ou match nul, tout peut arriver, c'est un match de football. Maintenant, on va quand même parler factuellement. Le PSG est une équipe de possession, et j'ai oublié de l'évoquer, une équipe qui met une intensité extrêmement élevée. En tout cas, bon, contre Nice, ça a été moins vu, mais on va dire retour de trêve et tout, c'est pas des excuses. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment, bah, je suis désolé, retour de trêve, tu n'as pas préparé tes joueurs au match. Il y en a qui ont de la fatigue, et il faut le dire. D'ailleurs, j'ai oublié d'évoquer la fatigue physique, on va l'évoquer par rapport à Dortmund. Donc, je répète, le PSG, une équipe qui met énormément d'intensité, à la perte, comme on va dire pendant sa phase de possession. Une équipe qui arrive quand même à avoir un danger offensif extrêmement important de par sa ligne d'attaque monstrueuse, que ce soit un Mbappé, Colomwani, Dembélé, ou un Mbappé, Ramos, Barcola. Il y a énormément de danger offensif, même si Asensio n'est pas là actuellement. Et à la perte, comme je vous l'ai dit, une très très gros pressing, contre-pressing, notamment par le biais de Manuel Ugarte, qui est actuellement le joueur pour moi le plus équilibrant du PSG, le plus important, en tout cas pour avoir un match solide. Ça, c'est très très clair. Et d'un autre côté, on a quand même Dortmund, une équipe qui aussi est offensivement importante, il faut le dire. Une équipe qui, malgré ça, concède énormément d'occasions. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis malgré ça, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai. C'est le fait qu'il soit très, très offensif qui concède énormément d'occasions. Je voulais dire plutôt malgré l'expérience, notamment d'un Emre Can un petit peu en point de basse ou un Mats Hummels. Et du coup, j'ai oublié de l'évoquer, mais la question physique, mesdames, messieurs, il faut quand même évoquer quelque chose, c'est que, bon, le PSG peut avoir des soucis physiques. Ce que je veux dire par là, c'est que Warren Zaïre-Emery, actuellement, il est jeune, il a 17 ans, il est énormément utilisé. Peut-être que physiquement parlant, ça va commencer à pêcher, ça c'est clair, il faudra peut-être le faire reposer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien à voir avec Dortmund. Alors là, par contre, il faut vraiment le voir, je n'ai pas d'image, mais Dortmund accuse vraiment le coup. Dortmund a du mal physiquement. Et je suis désolé, mais quand vous allez aller au Parc des Princes, vous allez subir un pressing extrêmement intense. Honnêtement, Dortmund va avoir 30% de possession, normalement. À part s'ils volent la possession, mais je pense pas que ça se fera. Donc, il risque d'avoir entre 30 et 40% de possession. Tu vas devoir défendre face à des flèches quand même. Et j'ai oublié de l'évoquer, mais les côtés de Dortmund sont actuellement fébriles. Quand tu sais qu'il y a Mbappé d'un côté, Dembélé, Barcola de l'autre, ça va être compliqué pour Dortmund, très très compliqué. Et honnêtement, voilà, je pense que vous l'avez compris. Je vais dire un pronostic en faveur du Paris Saint-Germain. Et donc, je vous le dis honnêtement, victoire du Paris Saint-Germain avec, je pense, encore une fois, la physionomie, c'est la physionomie. Hein. Il peut très bien y avoir 1-0. Bon, personnellement, j'aimerais beaucoup de buts parce que voilà, le plaisir du football, etc. Mais comment j'imagine un petit peu le match? J'imagine que le PSG va vouloir instantanément poser une très 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 grosse pression à Dortmund, c'est-à-dire que Dortmund va être directement acculé. Je pense quand même que l'abnégation de Dortmund, malgré tout ce que je dis, ils vont vouloir essayer de presser, en tout cas dans un premier temps. Mais je pense qu'à un moment du match, mi-temps, un petit peu plus vers l'heure de jeu, 70e minute, ça va commencer à pêcher. Physiquement, ils vont pêcher, ils vont couler, je pense, un petit peu. Et je pense que ça sera trop. Ils vont plus du tout presser, malgré l'abnégation, machin, la compétition, le cas de truc. Et je pense, oui, que le PSG gagnera ce match. J'ai mis un pronostic un peu salé, 4-1. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment faisable. Hein. Je suis désolé de dire 4-1, mais c'est quand même, voilà, vous avez le PSG d'un côté, une équipe extrêmement dominatrice, offensive, très très dangereuse. Voilà, quand ces attaquants ont le ballon, ils font des belles choses. Vous avez Dortmund, également quand même très très offensif, mais je pense qu'en fait la pression du PSG sera trop intense. Je pense quand même que Dortmund marquera, parce que voilà. Mais c'est compliqué. Franchement, j'ai envie de te dire que si Dortmund n'avait pas perdu Bellingham et Haaland, bon, évidemment, je verrais le match de toute façon. Mais même, je pense mentalement. En fait, si Dortmund était sur vraiment une autre mentalité actuellement, une autre, vraiment, ils sont en forme, même physiquement, ils sont parés. J'aurais pas vraiment dit le même score. Je pense vraiment que j'aurais mis même plus de buts à Dortmund. Là, je vais mettre 4-1. Voilà.
C'est un pronostic. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment important. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Avant que je termine, j'ai oublié de préciser que je serai en live du coup ce lundi pour évoquer les autres matchs de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe en général et même de n'importe quoi. Donc vraiment, si vous voulez passer, n'hésitez pas à venir et à poser vos questions. Donc on parlera évidemment de Lens-Séville, quand même un match qui est très particulier parce que Lens est dans une phase très très complexe. On parlera de OM Ajax. J'ai aussi beaucoup de choses à dire par rapport à l'OM parce que mine de rien, très belle effective. Par contre, il semblerait que Marcelino ne sait pas du tout faire jouer ses joueurs. Rennes contre Haïfa, donc quand même un match, on en parlera également. Toulouse contre Saint-Gilloise et LOSC en Conférence League. Donc on parlera de tout ça en live. Je vous invite vraiment à passer. C'est ce lundi à 18 h. J'en ferai un post de toute façon si jamais vous l'avez raté. Et voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dortmund, Paris Saint-Germain, Dortmund. Qui va gagner? Voilà, qui va gagner? Balancez votre prono. Si vous voulez balancer une analyse, balancez-la. Mais voilà, en tout cas, pensez au like, pensez aux commentaires, s'il vous plaît. Pour, si vous avez aimé mon contenu, pour féliciter et récompenser mon travail surtout. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Merci à vous. Et waouh, quel plaisir, quel plaisir. La Ligue des Champions. Sincèrement, mais franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, vous savez, le football de petits clubs, la nationale, la Ligue 2 et tout. Mais bien sûr, on aime ça. C'est le football, c'est l'essence du foot et tout. Ça, c'est clair et net. Mais la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose. Vous voyez, c'est le football le plus haut. Le haut niveau, vraiment le summum du football. Alors j'espère vraiment que vous soyez supporter du PSG, de Dortmund, de n'importe qui, même des anti-Paris, des anti-PSG, genre l'OM ou je sais pas, anti-Dortmund, n'importe quoi. Juste qu'on vive un beau match de Ligue des Champions et qu'on vive une très très grande compétition, même dans les autres compétitions. On l'espère. En tout cas, je trouve que cette saison de football, un peu partout en Europe, vraiment commence d'une manière folle, vraiment très très folle. Et on espère un immense match de Ligue des Champions dans le PSG Dortmund. Bref, j'ai enfin terminé. Pensez au like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Koro et la paix sur vous.